Oui, on a vraiment le plaisir de recevoir Philippe Réfabert ce soir et je me demandais comment on avait fait pendant toutes ces années pour ne pas encore se rencontrer. Mais Philippe Réfabert est venu une fois, je suis assez physionomiste et je vous ai bien reconnu. Vous étiez venu, je crois, pour écouter Gérard Haddad. Je crois. Hein, c'est ça, il y a longtemps. Très discrètement d'ailleurs. Oui, c'est vraiment un plaisir. Je crois que véritablement, le travail de Philippe Réfabert est un travail rare, un travail audacieux, rare, et qui, dans ce livre, qui parcourt quand même, qui retrace tout son parcours, qui, au croisement à la fois de l'histoire, de la théorie et de la clinique. Alors, ce qui est formidable avec Philippe Réfabert, c'est qu'on dit en général que les psychanalystes doivent tous réinventer la psychanalyse. Et bien sûr, on n'est pas très nombreux sans doute à le faire, mais Philippe Réfabert, lui, véritablement, et avec une pugnacité, une insistance extraordinaire, a effectivement, et un énorme travail certainement, réinventé au sens où il y a mis ses propres contributions à partir de sa clinique. Alors, ce qui est aussi tout à fait passionnant dans le livre de Philippe Réfabert, c'est qu'il circule avec énormément de gens. D'abord des psychanalystes, très nombreux. Je vais Ferenczi, bien sûr, Winnicott, Balinde, Gisela Pankov, qui a eu une importance capitale apparemment au début de votre formation, Bion, Lacan, le couple que nous avions reçu, comment elle s'appelle, sur le trauma. Rappelez-moi ton... Torok. Bah, oui, non, on ne l'a pas reçu. Non, euh, d'avoine, que nous avons reçu, voilà, que nous avons reçu 2 fois. Donc, énormément de psychanalyse. Je pense que justement, il n'est ni bionien, ni winnicottien. Il est un peu il a pris de chacun, il me semble, ce qu'il a aidé à travailler. Et ça m'a fait penser que véritablement, ça me choque de plus en plus cette manière qu'on a de dire elle est lacanienne, elle est bionienne, l'autre il est winnicottien. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, après tant d'années de psychanalyse et de travaux de psychanalyse? Est-ce qu'on n'est pas tous faits d'un patchwork de tous ces auteurs? Donc je trouve que vous, pour ça, vous êtes aussi tout à fait exemplaire de votre ouverture, parce que ce qui frappe dans le livre de Monsieur Réfabert, c'est vraiment son ouverture. Et en dehors des psychanalystes, il y a aussi les écrivains et les poètes. Bien sûr, surtout Kafka et Celan. Et Monsieur Réfabert, bien sûr, insiste pour dire combien les poètes sont au plus près du natal, de quelque chose dans la langue qui a à voir avec du natal. Alors, Philippe Réfabert, bien sûr, nous parle d'une clinique, il parle d'une clinique de celle des gens abîmés, des gens qui n'ont pas été portés, là on entend Winnicott, des gens qui n'ont pas été regardés, et de, des gens, vous parlez de l'âme, du meurtre d'âme, de l'attentat et du meurtre d'âme. Et ça, c'est quelque chose de très que vous empruntez bien sûr à partir de Schreber. Et pour ces gens-là, vous dites bien qu'une certaine théorie psychanalytique, notamment un certain courant de la psychanalyse, ne permet pas de travailler avec ces traumatismes-là. Ce qui vous permet de reprendre, et ça c'est essentiel dans votre livre, l'abandon par Freud de la théorie du traumatisme. Et, à la fois de la théorie du traumatisme et de ce que Freud a amené au début dans l'esquisse sur le Nebenmensch, l'autre secourable. Et vous faites bien entendre que Freud, pour des raisons que vous expliquez aussi, historiques et de transfert, parce que finalement ce que vous montrez très clairement,
c'est que les concepts, ils ont été aussi, la création des concepts, c'est fait dans des transferts, surtout des premiers psychanalystes. On connaît moins les transferts peut-être les choses aujourd'hui, mais ces premiers psychanalystes étaient dans des transferts entre eux et qui ont produit aussi certaines dérives ou certains abandons. On sait très bien pourquoi Freud, d'une certaine manière, a abandonné, enfin, il a abandonné d'une certaine manière, il a été un peu ailleurs, plutôt vers le fantasme donc, et dans sa relation à Fliss, pourquoi à un moment donné il a été amené à abandonner la théorie du traumatisme pour aller plutôt vers la théorie du fantasme. Mais ce que vous apportez, vous, de nouveau, c'est que vous expliquez très clairement en quoi un certain nombre de concepts, c'est pas pour critiquer Freud, c'est bien évident que c'est le fondateur de la psychanalyse, mais vous dites aussi combien, au fond, c'est Ferenczi qui a fondé la clinique psychanalytique, et c'est Ferenczi justement qui insistait sur le traumatisme, et pour des raisons politiques, il a été peu entendu, et ça c'est d'ailleurs assez mal terminé pour lui. Vous reprenez cette question du traumatisme, et pour justement essayer de reprendre la question, il me semble, principalement de la pulsion, du transfert et du sexuel. Et c'est autour de ça que vous montrez comment il faudrait travailler pour qu'on puisse justement s'intéresser à une plus large clinique, bien sûr les états limites, la psychose. Alors ça bien sûr c'est très intéressant, et ça vous conduit à vos inventions, si on peut dire, ou à vos propositions autour de la matrice psychique transitionnelle. Et il y a autre chose qui m'échappe là, essentiellement quand même, et la manière dont vous envisagez la cure psychanalytique du côté du témoignage. Ça m'a semblé deux points très importants. La question du témoignage, je crois que vous nous en parlerez vous-même, ça sera plus vivant et plus intéressant, mais c'est bien sûr extrêmement important. Alors, j'ai réagi positivement aussi à quelque chose que vous dites. Vous dites bien que nous avons rectifié un certain nombre de choses quand même. Je veux dire, malgré tout, bien sûr, on n'a pas abandonné le traumatisme, on s'intéresse aussi au fantasme. Il y a des tas de choses que Freud a apportées qu'on a rectifiées parce que la clinique le demandait et que ça s'est fait naturellement, et un certain nombre d'entre nous. Alors peut-être que commençons autour de la question du témoignage, peut-être du transfert. Alors bien évidemment, autour du transfert aussi, c'est passionnant ce que vous dites. Ce n'est pas, vous n'empruntez pas des choses qu'on connaît déjà. Par exemple, vous citez, j'ai bien aimé, il se trouve que je me suis intéressée assez longuement à Ferenczi, parce que j'ai fait pendant quelques années un TD sur Ferenczi à la faculté. Alors vous reprenez l'analyse mutuelle, par exemple, tout le monde se moquait de l'analyse mutuelle. Mais tel que vous le dites, c'est intéressant, parce que chez vous, vous n'avez rien systématisé, me semble-t-il. Il me semble que c'est vraiment avec des cas où il y a véritablement un meurtre d'âme, un attentat, où le sujet est vraiment assassiné, mort, où il y a des parties mortes chez un sujet, où il faut que le psychanalyste d'abord lui tende la main et donne du corps, donne de soi. Et dans ces cas-là, vous avez une manière assez active d'intervenir. Mais ce n'est jamais systématique, comme chez quelques autres que j'ai pu connaître, où ils ont une méthode comme ça, qui peut être un peu désolante parfois. Chez vous, c'est toujours nuancé,
pensé, réfléchi. Et ce qui est formidable, c'est que on reçoit des livres depuis très longtemps et il y a des livres qui passent tout de suite dans votre clinique. On a du mal, j'ai du mal ces temps derniers, à ne pas écouter mes patients influencés avec quelque chose que j'ai lu chez vous. Et ça, c'est formidable. Et en plus, je trouve que vous nous obligez à un certain travail, on devrait tous faire, ça nous oblige à nous interroger vraiment chacun, à savoir avec quoi on travaille. Parce que vous, c'est bien de ça que vous témoignez. Avec quoi, dans tout votre parcours, vous avez été mis au travail. Et on devrait, chacun de nous, pouvoir le faire, l'écrire, en témoigner. C'est pour ça que votre témoignage, parce que c'est un témoignage aussi, est particulièrement riche et admirable. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Le trauma, oui, le traumatisme. Je crois qu'il y a depuis très longtemps un malentendu sur le traumatisme. Le traumatisme, c'est quelque chose, c'est un événement qui a changé le sujet, qui a mis le sujet hors course, hors conscience, et dont on n'a pas le souvenir, mais qui a modifié entièrement celui qui l'a traversé, qui a été traversé par lui, ce qui s'est passé, comme dit Ceylan, Vasgesha, il ne parle jamais, il ne met pas de nom sur ce qui s'est passé parce que pour lui, et je pense que son idée, sa pensée est fondée de dire que ce qu'évoque tout à l'heure Monique, ça ne nous est pas arrivé. C'est tellement impensable que le pensable n'est pas plus pensable après que pendant qu'avant. Et donc le traumatisme, c'est ça. C'est quelque chose qui a des effets, mais qui est oublié, qui a transformé le sujet, qui s'était absenté, tellement, ça c'est Féréxy, pour qui, voilà, qui est celui qui a défini véritablement dans son journal clinique, à partir entre 1929 et l'année de sa mort et 1933, c'est lui qui a parlé du traumatisme. Traumatisme et fantasme, pour moi, ça n'est pas une question, ce n'est plus une question. Freud, d'ailleurs, dans le manuscrit L je crois, de 1896 ou 97, je ne me souviens plus très bien, le manuscrit L, 95, peu importe. J'ai quelques citations. Mais il parle du fantasme, c'est pour répondre à votre question. Alors, il dit dans le manuscrit L que les fantasmes sont élaborés à l'aide de choses entendues qui ne sont utilisées qu'après coup. Le fantasme combine des choses vécues et des choses entendues, les récits de faits passés qui appartiennent aux parents, aux aïeux, des choses vues par le sujet lui-même, mais surtout qui se rapportent à des choses entendues, comme les rêves se rapportent à des choses vues. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence entre les fantasmes sont alimentés, sont nourris, sont construits autour de ce qui a fait le trou et qui a été oublié. Bon. Pour ce qui est de Freud, Freud a supposé le problème résolu. Ça, c'est de là. C'est pas de là d'où je suis parti, c'est là où je suis arrivé. Avec Winnicott d'ailleurs, parce que Winnicott l'a dit. Il a dit en 1949, il a dit un bébé ça n'existe pas. C'était un jour où il était en colère. Il a redit les choses différemment après, de façon plus nuancée. Mais voilà, un bébé ça n'existe pas. Freud a supposé le problème résolu
Et à partir de là, il a créé le champ de la psychanalyse, et nous lui en sommes tous redevables, mais il s'est enfermé. Il s'est enfermé dans quoi? Il s'est enfermé dans la définition de la pulsion. Il est donné à l'enfance une limite d'autorité, en quelque sorte. De son autorité, il a donné, en définissant la pulsion comme le travail nécessaire pour le lien entre le psychique et le corporel, là, mais en disant que l'enfance, le nourrisson ou l'enfance, enfin, fait la différence, s'invente, découvre un intérieur en s'appuyant, en prenant appui sur les excitations intérieures qui ne peuvent pas être modifiées par l'extérieur, par sa fureur ou par ses cris. Là. Ce qui ne peut pas être modifié, c'est ça l'intérieur. Donc il fait de l'enfance quelqu'un, un être qui peut distinguer de lui-même l'intérieur et l'extérieur. Et c'est là où il fait, à partir de là, qu'il compose sa construction, sa maison théorique, en s'appuyant sur le dualisme pulsionnel. Et à partir de là, il est clair que cette enfance qui est dotée d'emblée d'un certain nombre de pulsions qui sont liées à son intérieur, la théorie qui en est issue de tout son travail ne pouvait pas rendre compatible la théorie du développement et le transfert. La théorie de la libido, parce que c'est un terme que je préfère à celui de pulsion, il est très bien le terme de libido. Il dit, voilà, c'est un terme économique, c'est un terme dynamique, et donc si on pouvait se passer de pulsion, mais enfin, à condition, je ne me passe pas du terme de pulsion, à condition d'en faire une pulsion une. Voilà, je suis un moniste acharné, je suis opposé et très critique à l'égard de tous les dualismes. Avec les dualismes, on fait ce qu'on veut. Je pense que c'est une mauvaise piste. Voilà. Donc, pour ce qui est encore des termes que vous avez employés, souffrance, hystérie, vous n'avez pas parlé d'hystérie, mais vous avez parlé de meurtre d'âme et d'état limite. Il y a, je pense, un malentendu depuis toujours quand on étudie les cas de Freud. Les cas de Freud, en particulier Emma Eckstein, qui fonde la théorie d'hystérie. Je pense que Emma Eckstein était quelqu'un qui était dans une très grande souffrance et qu'on pourrait appeler aujourd'hui état limite. Et tous les cas princeps, comme Dora, comme Emma Eckstein, qui est célèbre pour avoir été celle qui a enseigné à Freud la théorie de l'après-coup. Vous savez, l'histoire de l'épicier qui la touche, là, mais c'est la deuxième fois, c'est dans l'après-coup, etc. Emma Eckstein est quelqu'un qui est devenu analyste. Elle a écrit un petit travail que nous avions retrouvé avec Barbro Sylvan sur la masturbation et les méfaits, les conséquences désastreuses de la masturbation chez le petit garçon. Et cette personne, que Freud cite d'ailleurs, Emma Eckstein, a passé
15 dernières années de sa vie enfermée, recluse dans son appartement, dans sa chambre, et elle n'a pas participé au groupe de psychanalystes. Elle est morte très jeune. Bon, c'était le tableau de quelqu'un dont on parlerait aujourd'hui comme quelqu'un d'une fracture psychotique. Il en est de même pour Dora, dont je ne me souviens plus quel est l'auteur américain qui l'avait recueilli, retrouvé quelques 20 ans plus tard, et qui était devenue une femme absolument impossible pour tout son entourage. Donc, enfin, je pense que les cas de Freud dont on a fait la théorie et fondé la théorie de l'hystérie sur elle, sont des cas, des figures de cas que nous rencontrons dans notre clinique et qui nous rappellent nous-mêmes et qui nous rappellent des personnalités en grande difficulté et qui ont subi dans l'enfance, dans l'enfance, des traumatismes. Le meurtre d'âme, c'est Schreber qui a parlé du meurtre d'âme, mais je raconte je relate dans le Freud à Kafka que j'ai vu là sur les genoux de quelqu'un, l'histoire d'un petit garçon à qui que les parents invitent à jouer à cache-cache. Le cache-cache se déroule de cette façon, c'est que les parents, au lieu de réapparaître à temps, réapparaissent après que l'enfant se soit mis à hurler et qu'après que le hurlement ait cessé, que l'enfant se soit trouvé tout blanc, quasiment agonique, les parents surgissent en sauveurs. Et l'enfant découvre des gens qui ne sont plus ses parents, mais qui sont des sauveurs. Et voilà, ça c'est un meurtre d'âme. Il n'y a strictement plus aucun souvenir chez ce petit garçon de ce qui est passé, de ce cache-cache diabolique. C'est ça, ça définit un traumatisme et, si vous voulez, une sorte d'éclipse de la conscience. Je parle du meurtre d'âme comme du meurtre du témoin en soi. C'est ce petit garçon voit n'a pas, enfin, ces témoins habituels qui sont ses parents se sont dérobés et font le contraire d'un témoignage. Ils contre-témoignent en quelque sorte. Ils vont dans le sens opposé au témoignage. Ils dénient ce qui s'est passé. Pour eux, il s'est bien. D'ailleurs, plus tard, l'enfant est devenu adolescent. Dans les réunions de famille, on racontait pour faire rire l'assemblée, pour faire rire tout le monde, l'histoire de ce petit garçon qui avait eu si peur lors d'un cache-cache dans la forêt. Ça, c'est un exemple clinique de ma clinique qui permet de regrouper en même temps ce que Delia disait, c'est qu'en effet, il n'y a pas de souvenir de la chose, il y a une défaillance du témoignage et la perte de parents. C'est-à-dire que quand on n'a plus des sauveurs, ce ne sont pas des parents. Les sauveurs, ce ne sont pas des parents. Enfin, oui, c'est ça. D'ailleurs, avec Barbro Sylvan, nous avions découvert que le deuxième mot le plus important dans le corpus général des mots de Freud, qui existe en anglais, c'est une bizarrerie, mais enfin, il n'existe pas en allemand, mais il existe en anglais, et nous avions découvert que le deuxième mot le plus fréquent dans l'œuvre, dans le corpus freudien, c'était le mot de renoncement à la pulsion. Il s'agissait en général de renoncement à la pulsion. Et ce que...
Pardon? Quel est le premier mot? Je ne me souviens plus. Oui. Comme disait Browning, qui est un poète anglais, deux personnes, quelqu'un qui lui demandait ce que signifiait son poème, il dit il y a deux personnes qui l'ont su, Dieu et moi j'ai oublié. Oui, le renoncement. Je propose en effet, je propose de substituer au terme de renoncement le terme de donation. Le terme de donation paradoxale, qui, je pense, quelque chose peut s'entendre comme une donation qui est pendant la grossesse. Déjà, dans la vie fétale, le fait que mère et enfance sont en rythme, se concertent pour reprendre un rythme qui s'est interrompu, faire chorus ensemble, le silence et puis le retrouver, ce jeu rythmique me semble quelque chose où l'enfant apprend comme s'ouvre au paradoxe qui sera plus tard dans le jeu de l'allaitement par exemple, où comme dit Winnicott, c'est la mère propose à l'enfance d'inventer le sein, de le créer, et c'est elle qui l'initie au jeu en quelque sorte. Ceci, tu vas le créer, c'est pas moi qui te le donne, c'est moi qui te le présente, mais tu vas le créer. Même si la voisine dit que je te donne le sein, non, je te le donne à créer. C'est pour... Pardon? C'est toi qui le donnes. C'est toi qui le donnes. Qui... C'est l'enfant qui le donne. Oui, c'est l'enfant qui le donne. Tout à fait. C'est l'enfant qui le donne. Et c'est donc cette donation paradoxale, cette donation du jeu est quelque chose de fondateur, et à partir de là, l'enfance peut introjecte quelque sorte, introjecte ce qui est bon, parce qu'il l'a lui-même gagné, il l'a lui-même arraché dans la fureur, comme dit Winnicott, dans la colère, qui est l'étymologie d'orgasme, comme chacun sait. Orguer, c'est colère, et l'enfance arrache ce qui lui est dû en quelque sorte, et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Ferenczi appelle l'introjection. C'est-à-dire qu'il introjecte ce qui est bon parce qu'il l'a pris, c'est à lui, mais au terme d'un combat, d'une lutte, d'une bagarre, d'une colère. C'est ça, voilà. Un instant, je vais retrouver, j'ai perdu mon fil, mais je vais le retrouver. On peut dire un mot du sexuel à ce propos, à propos de projection. Pour moi, à mon sens, le sexuel n'a pas la valeur que Freud lui donne, parce que nous avons tous dans notre clinique des gens qui sont cassés, brisés radicalement, et qui ont une activité sexuelle tout à fait de princière, en quelque sorte, de roi. Et je veux dire que la différence entre introjection et incorporation est quelque chose que j'ai appris de Ferenczi par la médiation de Maria Torok et de Nicolas Abraham. Elle est fondamentale. Pour illustrer ce qu'il en est de l'incorporation, je reprends l'analyse que j'ai faite
du petit texte de Kafka qui s'intitule Le Vautour, où un vautour, un monsieur était là, aux prises, avec un vautour qui avait déjà commencé à lui manger les pieds. Il lui avait picoré les pieds, il lui avait déjà commencé, mais il en était même aux chaussettes. Et un monsieur passe par là et s'étonne de ce que ce monsieur se laisse faire par cette bête. Et il lui dit, mais vous savez, mais cette bête, elle a une force énorme, j'ai bien essayé de l'étrangler, mais il s'en prenait à ma tête, j'ai préféré lui laisser les pieds. Bon, enfin, il lui dit, écoutez, je vais chercher mon fusil, si je peux vous aider. Un instant, si vous pouvez attendre, ça je ne sais pas, mais écoutez, je vais quand même chercher mon fusil. Ça, le vautour, pendant cette conversation entre ces deux messieurs, a tout entendu, prend son élan et se jette dans la bouche du monsieur pour se noyer dans son sang, en comblant toutes les lacunes et en submergeant toutes les rives. C'est ma traduction de la fin de ce petit texte de Kafka. Et l'issue de c'est que il tombe à la renverse, soulagé, enfin apaisé, et enfin comme après un orgasme. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que l'incorporation se répète dans la vie sexuelle de ceux qui ont été meurtris par un parent qui ne joue plus et qui est pris à un certain moment par un esprit de sérieux. Et de la même façon que ces personnes-là, ces figures de cas, peuvent jouir du sexuel de façon aussi spectaculaire que quelqu'un qui a introjecté quelque chose du jeu et qui a une toute autre économie du sexuel. Je veux dire que le sexuel n'est pas spécifique de la bonne santé. Nous avons tous dans notre clinique assez de cas qui l'illustrent. Donc, comment dire, oui, votre question posait celle de la donation paradoxale. J'ai failli mettre, je me suis rendu après, j'ai regretté après, quand j'avais trouvé une exergue générale pour ce livre, je me suis tapé le front en disant, mais c'est Jarry que j'aurais dû donner. C'est l'injonction paradoxale de Jarry, c'est celle à laquelle je fais allusion, c'est celle du capitaine dans Ubu Soldat qui lance l'ordre: à mon commandement, désobéissez. Voilà. Je pense que à mon commandement, désobéissez, c'est une véritable fondation du jeu. C'est que, comme me disait François Perrier, un enfant, il dit à son père ou il dit à sa mère, un chat fait wawa et un chien fait miaou. C'est important de pouvoir soutenir l'enfant dans un tel jeu. Traces de mort. J'illustre dans ce dernier travail, j'illustre ce que je veux dire par donation vie-mort, donation trace de mort, par l'analyse, la lecture de Moby Dick, du capitaine Ahab. Du capitaine Ahab, dont je le fais procéder, le capitaine Ahab, d'une mère qui n'aurait pas donné de scansion qui ne se serait pas
qui n'aurait pas donné de limite à l'enfant, qui n'aurait pas su s'opposer à lui, qui l'aurait aimé d'un amour sans limite. Je fais une petite parenthèse. Bion, dans un texte de 1960, dit que la plupart des cas dont il a affaire, qui se présentent chez lui, ne ressortent pas des questions conscient, inconscient, mais illimité, limité. Et je pense que c'est quelque chose de très juste, et pour moi, Capitaine Ahcab est quelqu'un qui, il dit lui-même dans le texte, Melville lui fait dire, je suis damné de la façon la plus subtile qui soit, la plus diabolique qui soit, je suis damné au milieu du paradis. Je suis damné au milieu du paradis, ça veut dire que je suis sans limite et je la cherche. Et je la cherche, et c'est la cherche, c'est je suis là pour ça. Je n'ai pas d'autre quête, rien n'a d'importance que cela, me trouver une limite. Et trouver une limite, c'est Maud Budic qui la lui donne. Je pense que le capitaine Ahcab est une figure que l'on rencontre dans notre clinique, est une figure particulièrement audacieuse et d'une force inouïe, puisque il se dit lui-même, il se décrit lui-même, enfin Melville le décrit comme quelqu'un qui est en même temps conscient de ce qui lui arrive. Il se sait qu'il est possédé par une recherche passionnée, il le sait. Son âme, de temps en temps, quand il parle à Starbuck, qui est le second sur la liste du PCODE, à un moment, il se laisse aller à parler de sa femme, cette veuve, et il se laisse à parler avec Starbuck, et Starbuck lui dit, capitaine, pourquoi ne retournerions-nous pas à Nantucket maintenant, dites-moi un mot et je change de cap. Et à ce moment-là, Ahcab est de nouveau possédé par sa fureur, la fureur à trouver quelque chose qui lui manque, enfin, qui lui a toujours manqué, et qui est la limite, qui est ce qui va s'opposer à lui, qui est plus fort que lui, mais qu'il ne connaît que dans le régime du tout ou rien. Ahcab est un personnage qui a des avatars historiques que nous connaissons bien, et qui, Don Juan d'ailleurs est aussi une figure de cas assez proche d'Ahcab, et ce qui est intéressant chez Ahcab, c'est qu'il séduit tous les matelots du PCODE, du bateau du PCODE, qui veut dire en hébreu, PCODE ça veut dire la vengeance, d'ailleurs, Melville parlait l'hébreu. Et ce qui est fascinant dans la lecture de Melville, c'est que tous les matelots sont des gens sont fascinés, comme les femmes sont fascinées par Don Juan, tous les matelots sont fascinés par le capitaine Ahcab, qui eux, oublieux qu'ils sont de l'oubli du refoulement originaire, de leur richesse d'avoir, eux, une sorte de refoulement originaire, mais ils sont séduits par celui qui se présente comme celui qui ne connaîtrait pas cette limite. Et c'est une analyse en même temps que Canetti a repris,
la façon dont les foules peuvent, comme les femmes sont séduites par Don Juan, comme les foules sont séduites par des gens qui sont enfermés au milieu du paradis, comme les Akab. Quand Bion dit que la clinique pour lui, c'est beaucoup plus, ça ressort beaucoup plus de cette dialectique, de cette dualité fini, infini, que conscient, inconscient, je pense que c'est à ces figures de cas qu'il fait allusion. Je saute à autre chose. Ce que je veux dire, c'est que je pense que cette façon de penser, le refoulement originaire, c'est ce qui me permet de dire que quand il y a défaut, quand il y a souffrance psychique, il y a défaut de refoulement originaire. Freud, d'ailleurs, qui définit le refoulement originaire dans la métapsychologie de façon tout à fait pertinente, à mon avis, et à laquelle nous pouvons souscrire, c'est un contre-investissement. Il parle de contre-investissement. Ce refoulement originaire est une sorte lié à un contre-investissement, et pour moi, je tiens que ce contre-investissement est le lieu et l'effet d'une donation maternelle qui s'oppose au néant, qui s'oppose à l'infini, à la jouissance sans limite, dans la douleur ou dans le plaisir. Nicolas Abraham, quand il parle de la symbolisation, il montre que l'identité de A n'est A qu'à condition qu'il y ait du non B. C'est-à-dire que de la même façon, Abraham fait le don de traces de mort, c'est-à-dire qu'il la vit lui, et en acceptant sa mortalité, il fait don à Isaac, en effet, c'est ça le don de la trace de la mort. En effet. Merci. J'ai un peu de mal avec le terme de savoir, s'agissant de ces régions-là. C'est plutôt du ressort pour moi du sentir, de l'introjection corporelle de la limite. Dans le judaïsme, il y a un des noms de Dieu, c'est Assé, Dai, Shaddai. Et voilà, Assé. Il y a une inscription corporelle du Assé qui, je pense, n'est pas de l'ordre du savoir, mais plutôt de l'ordre de l'introjection, de la finitude, du fini, du non. Pendant de nombreuses années, j'ai presque su par cœur le livret de Don Juan et le Don Juan de Molière. J'ai fait un séminaire pendant plusieurs séances sur Don Juan, et je tiens Don Juan pour quelqu'un qui a subi un meurtre d'âme et pour qui 2 et 2 font 4, comme dit Molière, et 4 et 4 font 8, n'est-ce pas? Et j'en parlais avec une amie récemment qui me disait « Oui, mais Don Juan, il sort d'un naufrage, non, dans Tirso de Molina ?» Et en effet, j'ai repris mon Tirso de Molina, j'avais complètement oublié, et j'ai en effet découvert que redécouvert, parce que je l'avais souligné de toutes les couleurs, que Don Juan est récupéré sur la plage d'un naufrage. Il a vécu une mort, et il est un mort vivant. Il est plus que ressuscité. Il est devenu un trompe-la-mort. Il est mort et il est
il n'a rien à craindre, il n'a plus rien à craindre. Quand la culpabilité, c'est ce qui séduit les femmes, c'est qu'il n'y a strictement, comme dit Alexandre, un vrai pervers, il n'y a strictement aucune culpabilité. Il n'y est plus. Pour ce qui est de la mort, il n'y a plus de traces. Sauf qu'il demande à chaque femme de le rendre vivant. Puis ça s'arrête et puis il recommence. Voilà. Car à chaque fois, il faut qu'on le rende vivant. Tac, 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 tac. Il a perdu son ombre, il ne supporte pas qu'une femme voie son visage. Il se cache pour cacher son visage, son ombre. Il n'a plus d'image. Il n'a plus d'image de lui. Et à la fin, quand on invite enfin à bouffer, là ça va. Pardon? Ah oui. À la fin, on invite à manger. Oui. C'est bam, viens manger avec. Là il y va. Ah, enfin tranquille, il a bouffé. C'est le commandeur, bien sûr. Pardon? C'est le commandeur. Non, mais ça va. Excusez-moi. Pourquoi Je n'ai pas répondu, je n'ai pas prétendu répondre à la question qui a été posée. Vous avez tout à fait raison. Merci. Je vais essayer d'y répondre. Ce qui fait trauma, j'ai un souvenir qui me revient de clinique. C'est quelqu'un qui... je devais plonger entre deux mots ou entre deux syllabes pour arrêter une séance au bout de 45 minutes. Ça ne s'arrêtait pas. Et pendant des mois, je ne comprenais pas ce qui se passait. La scène de l'enfance de cette personne était dominée par un secret. On ne savait pas. Un grand-père était mort dans un... On avait mis le grand-père dans un asile psychiatrique et il était mort et personne... voilà, on n'en parlait plus de cette mort, on n'avait jamais cherché. Et il se trouve que à la maison, il y avait la radio était en permanence, c'était Radio Luxembourg et c'était ça qui se répétait dans la séance. Radio Luxembourg en permanence et moi j'avais une sorte de radio, j'étais obligé, je ne savais pas comment arrêter la radio. Et jusqu'au jour où j'ai entendu que la syllabe corps, encore, il y avait du corps partout, et il m'est venu corde, il y a encore des choses. Moi. Et j'ai dit, il s'est pendu, le grand-père. Eh bien, oui, c'était ça. C'était voilà, alors je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il y avait, ce secret était gardé par tout le monde, mais quand il y a un tel secret, il sue le secret. Il sort par quelques signifiants que l'on peut repérer si on a de la chance et si on est bien aiguisé ce jour-là. Je pense que ce qui fait traumatisme pour Freud ne fait pas traumatisme pour Ferenczi, n'est pas le traumatisme dont nous parlons. Oui. Le traumatisme dont nous parlons, c'est ce que Freud a supposé le problème résolu quand il a dit, dans formulation des deux principes de plaisir, dans les principes là, en 1911, il a dit « Ce système que je propose, où un enfant découvre la réalité parce qu'il est déçu, parce que son besoin n'est pas satisfait, ce système, bien sûr, il est valide à condition d'y ajouter les soins maternels. C'est-à-dire qu'il a supposé des soins maternels satisfaisants. Et je pense que c'est dans ce temps-là, dans ce lieu-là, où Freud dit ce système ne pourrait pas vivre, ne pourrait pas être viable un seul instant, c'est-à-dire l'enfant ne pourrait pas faire comme si la réalité n'existe pas, c'est-à-dire qu'il pose ce que Winnicott a posé après explicitement et scientifiquement, si
si nous n'ajoutions pas à ce système que je viens de proposer les soins maternels, c'est-à-dire quand il propose le problème résolu, il propose une harmonie rythmique, une concertation rythmique heureuse entre mère et enfant. C'est ça qui s'appelle supposer le problème résolu. Donc, je pense que les traumatismes, les traumas, les catastrophes, les indignités, les crimes, les hontes pour des crimes passés chez les aïeux, là, se transmettent sous les espèces de rupture de rythme, ne pas y être. Quelqu'un a dit tout à l'heure, une mère qui n'y est pas parce qu'elle est ailleurs, elle est prise par quelque chose qui n'est pas résolu, qui n'est pas pensé, c'est ça qui fait trauma. C'est-à-dire, les traumas, pour moi, il n'y a de clinique que du traumatisme, à condition d'entendre dans traumatisme ce qui s'est passé dans les premiers temps entre mère et enfance, entre mère porteuse de toutes les charges des aïeux, des charges non résolues des ascendants. C'est ça le trauma. C'est ça le trauma que nous cherchons. C'est pas les traumas historiques. Les traumas historiques, c'est une chose. J'ai lu un très mauvais livre, un très méchant livre récemment, je ne citerai pas l'auteur, mais qui s'intitule Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse. Ah bah on l'a lu aussi. Pardon ? On est en train de le lire. Vous êtes en train de le lire. Eh bien, je ne citerai pas l'auteur, vous ne le connaissez pas d'ailleurs. On la connaît. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je pense qu'il y a là quelque chose qui s'oppose radicalement à l'intelligence que j'ai de la chose. Oui, pourquoi? Dites-le nous parce que on est en train de s'interroger sur ce livre. Parce que ce que le nazisme a fait à la psychanalyse, c'est que il met l'événement historique en avant. Mais les Ferenciens que je connais, les gens qui ont une clinique qui est issue de l'intelligence, de la sensibilité de Ferenczi, ils ne s'occupent pas d'événements historiques. Ils ne disent pas, parce qu'il y a eu un tel événement historique, alors il y a traumatisme. Le traumatisme leur vient parce que quelque chose dans le transfert les arrête, les bloque, et qu'ils ont une inscription corporelle de quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose dont ils savent que c'est arrivé. C'est pas quelque chose dont ils peuvent se souvenir ou dont ils peuvent lire dans une chronique, dans un livre d'histoire. Je trouve quand même que c'est peut-être important pour en rester quand même au travail de Philippe Reyfaber. Vous insistez quand même, c'est pas de n'importe quel traumatisme que vous parlez. C'est vraiment ces traumatismes. C'est ces traumatismes sur lesquels on a eu du mal. Je veux dire, on voit des patients qui viennent et qui disent « j'ai vu un psychanalyste », c'est par exemple quelqu'un qui a été violé, quelqu'un qui a été massacré, vraiment massacré, et à qui on a dit « c'est du fantasme ». Des gens viennent en nous disant ça. C'est-à-dire que là, il y a tout un courant, ou un temps peut-être, où il y avait un certain abus. Hein. Et voilà, par rapport à ça, ce que vous dites quand même, c'est que le traumatisme, s'il n'y a pas un témoin, c'est vrai peut-être pour aussi des moins graves traumatismes, et votre manière d'envisager les choses du côté du témoin, je trouve, est très importante. Parce que si quelqu'un n'authentifie pas qu'il y a eu maltraitance, bah, on sait bien ce que ça donne. On reste coupable. Enfin, le sujet, l'enfant battu ou la femme violée, se sent coupable. Tant qu'il n'y a pas eu témoin. Je trouve que dans votre travail, cette question du témoignage reste quand même tout à fait centrale et est un apport
qui ne peut que nous faire travailler, parce qu'on est confronté à ça, et on se demande comment on a fait chacun. Et je pense qu'on ne peut pas ne pas passer par la question du témoin. Oui, oui. Et l'analyste témoin aussi, qui a été témoin, et qui authentifie quand même quelque chose du mal subi, d'une certaine manière, enfin. C'est comme ça qu'il me semble. Lévinas dit l'âme, c'est l'autre en soi. Et ça, l'autre en soi peut être tué, et l'autre en soi peut rester vivant dans le plus pire massacre, pire traumatisme. Ça ne dépend pas de l'extérieur de la chose. Et voilà, il avait plus que des valeurs, il avait ce que Kafka appelle l'indestructible en lui, c'est-à-dire un camp de base, une sorte de camp de base indestructible. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui se passe à l'extérieur ne préjuge pas de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une situation limite. Il y a une situation limite qui est pire que celle que des gens comme Primo Levi, Charlotte Delbo ont décrit dans les camps d'extermination, où ils sont toujours, la vie dépend d'un copain qui est à côté. Là, il y en a un qui est à côté. C'est Bandit Citron pour Imre Kertész, c'est M. Alberto pour Primo Levi et Alma pour Charlotte Delbo. Bon. Mais il y en a un qui décrit une situation, c'est Jean Améry. Jean Améry qui décrit dans Par-delà le crime et le châtiment, un article sur la torture qui s'intitule « Sur la torture ». Et il y a cet article de Jean Améry qui a en lui quelque chose d'indestructible, mais qui a été détruit. Qui a été détruit, et il a vu dans... il décrit, il arrive à décrire, c'est remarquable ce travail, il arrive à décrire comment il est à lui-même devenu étranger quand sa chair n'est plus sa chair, mais c'est de la viande. Il se voit, mais c'est plus son corps, c'est plus lui. Et ça nous apprend quelque chose sur les Gegenmensch, parce que opposé de Nebenmensch, Jean Améry invente le terme de Gegenmensch, c'est-à-dire l'anti-mensch, celui qui détruit le mensch. C'est pas le mensch d'à côté, c'est le Gegenmensch. Eh bien, il faut quelquefois nous convaincre, nous réaliser qu'il y a des parents qui sont des Gegenmensch. Et que, voilà. Alors, les événements extérieurs, ils arrivent sur quelqu'un, ça dépend si on a à l'intérieur de soi un Nebenmensch ou un Gegenmensch. Et je crois que Philippe Refaber fait bien entendre aussi à quoi on est tenu dans l'analyse, dans le transfert, justement, pour que l'économie de la jouissance puisse un peu bouger et que la répétition ne soit pas éternelle. Je crois que tout ça, vous en parlez largement. Et la mise de l'analyste là-dedans. Le trauma de Freud, ça a été Oedipe. En ce moment, Oedipe, le pauvre, il en prend un coup. Et tous les auteurs qu'on reçoit, en ce moment, Oedipe, ça va pas du tout. Ben, il y a un livre absolument merveilleux qui est paru en 1990. C'est le livre de Jean-Joseph Gou, qui est philosophe. Oui, oui. Et vous avez certainement lu, Oui, puisque vous êtes Oedipe. En plus. Le on l'a pas cherché. Le salon d'Oedipe. Oui, mais il nous est tombé donc, dessus, Oedipe. Voilà. J'allais proposer de changer la dénomination de le salon de Persée, par exemple. Oui. Bah, écoutez, l'initiation Albouti et la bonne initiation, l'initiation non monstrueuse qui est celle d'Oedipe. C'est le thème de... Écoutez, on va réfléchir à la chose. On va peut-être s'arrêter là et vous remercier beaucoup pour Merci à ce vous. beau livre.